Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Jurisdico. Aujourd'hui, on va parler de la requête dans le cadre de nos cours de droit civil, procédure civile. Donc, sans plus attendre, la requête, qu'est-ce que c'est? C'est un mode introductif d'instance. Il permet d'adresser directement sa demande à la juridiction qu'on va vouloir saisir. On peut l'adresser directement ou alors par voie électronique. Donc faites attention car les modalités, notamment au niveau pratique, vont diverger en fonction du fait que vous le saisissiez le greffe directement en vous rendant au tribunal ou alors que vous le saisissiez par la voie électronique. Parce que vous allez devoir, si vous faites la saisie directe au greffe, faire attention au nombre d'exemplaires que vous allez donner. Par contre, par la voie électronique, vous faites la saisie avec votre requête et avec vos pièces en un seul exemplaire. Après, ils seront tous transmis aux différentes parties prenantes. Donc attention, puisque les articles 54-57 sont les plus importants, sont les articles liminaires, on nous dit que la demande initiale est formée par assignation ou par requête qui est remise ou adressée au greffe de la juridiction. Donc la requête est bien une demande en justice. C'est un acte introductif d'instance qui a des effets sur la prescription, etc., etc. Donc faites bien attention, il faut prendre cette requête au niveau des règles de prescription, etc., comme un acte introductif d'instance, au même titre que l'assignation. Une des caractéristiques principales de la requête, c'est que c'est une décision qui est provisoire, qui est rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. Donc, quand la personne forme une requête, le juge va rendre une ordonnance sur requête qui doit être motivée. La requête, c'est ce que vous allez donner au tribunal. L'ordonnance, c'est ce que le tribunal va vous donner. S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Ici, le délai d'appel est de 15 jours. Attention, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. Ensuite, il faut aussi faire attention à ces fameuses mentions obligatoires qui vont être prévues par plusieurs articles, notamment l'article 57 qui va prévoir des mentions prescrites à peine de nullité, qui doivent être complétées d'autres mentions qui sont prévues par l'article 756, il me semble, et les suivants du Code de procédure civile. Attention, vous irez voir aussi l'article 818 du Code de procédure civile. On va balayer un petit peu tout ça, comme ça vous avez vraiment tout dans la tête. On va voir les articles un par un, on va les étudier ensemble, comme ça vous aurez tous les éléments de réponse. Vous saurez bien comment fonctionne ce mécanisme. Donc l'article 54, c'est l'article liminaire qui va vous parler de la demande initiale. Donc c'est des mentions communes à l'assignation et à la requête. On nous dit ici, la requête peut être formée conjointement par les parties. Donc peut-être, ça veut dire que de manière générale, elle est formée unilatéralement. Ça, on va le voir après. On va se concentrer d'abord sur ces mentions qui sont obligatoires, qui sont prescrites à peine de nullité. On nous dit que à peine de nullité, la demande initiale va mentionner l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée, donc le tribunal de machin, tribunal judiciaire de Nice, tribunal de commerce de Nice, etc., etc. L'objet de la demande, sur quoi porte la requête. Ensuite, pour les personnes physiques, les noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs. S'il y a plusieurs demandeurs, il faut tous les énumérer à la demande 2 et on envoie tous les demandeurs. Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente. La société machin, immatriculée au RCS de Nanterre, domicilié à tel endroit, ayant pour représentant légal monsieur machin. La désignation des immeubles, on a la désignation des immeubles lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative donc s'il y a une tentative de conciliation, médiation, etc., il faut le mentionner. Et enfin, les modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Donc ça veut dire que si la personne est non comparante, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle. Ensuite, l'article 57, il y a des mentions prescrites à peine de nullité qui viennent compléter les mentions de l'article 54. Si la requête est formée par une seule partie, il faut l'indication des noms, prénoms, domicile de la personne contre laquelle la demande est formée. S'il s'agit d'une personne morale, dénomination, siège social. Ensuite, il faut l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ça veut dire qu'on doit indiquer, si on va joindre des pièces à la requête, indiquer ces pièces dans la requête. Il faut qu'il y ait un lien entre les pièces qui sont visées dans la requête et les pièces que vous joignez à la requête. Cette requête va être datée et signée. Ensuite, l'article 757 va prévoir d'autres mentions prescrites à peine de nullité. Donc c'est très important parce que si vous ne faites pas mention de ces mentions,
pardonnez-moi pour la répétition, votre requête sera considérée comme nulle. La requête mentionne notamment l'accord du requérant pour que la procédure sans audience en application de l'article L212-5-1 du Code de l'organisation judiciaire que vous avez à la fin de votre code de procédure civile. Ce que je vous disais au début, si la requête est formée par voie électronique, les pièces sont jointes en un seul exemplaire. Si les parties sont représentées par avocat, il faut mention des avocats. Et il faut que la requête soit signée par les avocats constitués. Notamment ici dans les requêtes conjointes. Attention, la requête vaut conclusion. Donc là, il peut y avoir tout un tas de questions qui va découler du fait que la requête vaut ou non conclusion. En l'occurrence, elle le vaut. On l'a vu, il y a deux types de requêtes. La requête qui va être unilatérale, qui est initiée par le demandeur seul, qui va saisir la juridiction sans qu'une partie adverse ne soit informée. C'est-à-dire qu'on va agir sans contradictoire, justement pour éviter d'avertir la partie adverse. Ça peut paraître contraire au principe essentiel de la procédure civile, mais on va voir un exemple dans lequel c'est fondamental. Vous avez une société A et une société B. La société B est débitrice de 5 000 € envers la société A qui est créancière de 5 000 €. La société A arrive à prouver qu'il y a une créance qui est fondée en son principe et qu'il y a des circonstances qui en menacent son recouvrement. Donc elle est créancière, mais elle n'est pas sûre d'arriver à récupérer sa créance du fait, par exemple, de l'insolvabilité à venir ou quoi que ce soit de la société B. Elle va former une requête pour se voir autorisée à mettre en œuvre des saisies conservatoires. Ces saisies conservatoires vont avoir vocation à bloquer les 5 000 € sur les comptes de la société B, en attendant de rétablir à une audience ultérieure le contradictoire. Donc l'objectif pour la société A, ça sera par la suite de convertir la saisie conservatoire qui fait que bloquer l'argent sur les comptes bancaires de la société B en saisie attribution pour se voir attribuer les sommes. Bon, ça c'est du droit des procédures civiles d'exécution, mais concrètement, vous avez compris l'objectif. L'objectif, c'est de sécuriser une créance pour éviter que la société B vienne, par exemple, mettre en œuvre des mesures qui visent à distraire l'actif, c'est-à-dire à le sortir des comptes bancaires, à l'éluder, à le rendre indisponible, bref, à frauder les droits de la société A. Donc là, le fait d'agir sans contradictoire, au moins au préalable, permet de sécuriser la créance qui paraît fondée et dont le requérant justifie que des circonstances en menacent son recouvrement. Ensuite, vous avez la requête conjointe. La requête conjointe, c'est par exemple une requête qui est formée par deux personnes qui sont d'accord sur plus ou moins de points, mais au moins ils sont d'accord sur un point commun. C'est-à-dire une requête conjointe en divorce. Les deux sont d'accord pour divorcer, peut-être qu'ils ne sont pas d'accord sur les modalités, mais on va saisir le tribunal de manière conjointe parce qu'on est d'accord sur le divorce. Par exemple, on est deux voisins, on est d'accord pour le fait qu'il faut ériger un mur citoyen, mais par contre, on n'est pas d'accord sur la hauteur du mur. On va faire une requête conjointe et on va saisir une juridiction compétente pour justement venir se mettre d'accord sur les caractéristiques sur lesquelles on n'est pas d'accord, même si on est déjà d'accord sur un point commun qui est d'une part le divorce et d'autre part la construction du mur mitoyen. Attention à l'article 818 du Code de procédure civile, notamment à l'alinéa 2 qui prévoit que la requête est prévue pour les montants qui sont inférieurs à 5 000 €. Cette requête peut être également formée aux fins de tentative préalable de conciliation, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour tenter un préalable de conciliation. La requête est également formée lorsque la loi ou le règlement le prévoit. Il y a des cas dans lesquels la loi ou le règlement va venir prévoir l'usage de la requête. Donc, comme je vous le disais, elle remplit les effets de l'introduction d'instance, c'est-à-dire qu'on va avoir des suspensions de délai de prescription, il va falloir faire également attention à la péremption d'instance, etc., etc. Donc, traitez vraiment cette requête comme un acte introductif d'instance. Cette requête va pouvoir conduire à une ordonnance sur requête prise sans contradiction immédiate en cas d'urgence ou de nécessité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les sociétés A, société B. On doit qualifier l'urgence et la nécessité de mettre en place cette mesure. Elle va conduire aussi à une audience ultérieure dans laquelle le défendeur va être convoqué. C'est le fameux rétablissement du contradictoire, puisque si on agit sans contradictoire, cette situation juridique est contraire au principe de procédure civile. Donc il va falloir qu'à un moment donné, que le contradictoire va être rétabli et que le défendeur va pouvoir exposer sa position. Dans notre cadre, la société B va pouvoir dire « Non, mais moi je peux tout à fait payer la créance, il n'y a pas de danger au recouvrement, il n'y a aucune menace qui pèse sur le recouvrement de la créance » ou alors venir contester directement la créance qui est avancée
par la société A. Elle va dire non, je ne suis pas débitrice, la créance est infondée puisque j'ai déjà payé les 5 000 €, etc., etc. Bref, rétablissement du contradictoire. Donc là, le juge va venir peser les pour et les contre et arbitrer les intérêts en présence. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu. Et moi, je vous retrouve sur les prochaines vidéos. Je veux vous souhaiter également bon courage parce que je sais que beaucoup d'entre vous préparent le CRFPA. Il me semble que c'est début septembre, si je me rappelle bien. Je sais que l'été va être dur, donc courage à vous. Ne lâchez rien. Je suis certain que vos efforts vont finir par payer. Sur ce, on se retrouve sur les prochaines vidéos.